Revenons sur la linguistique. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la question des marqueurs. Ce qui distingue une langue d'une autre, souvent, ce sont les marqueurs. Parce que souvent le lexique est le même, globalement. Le lexique est le même. Et les différences entre une langue et une autre, dans le domaine notamment de l'Europe, entre l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, etc., c'est peu de choses. Si on prend les trois grandes langues dominantes au niveau du colonialisme et de l'influence mondiale, le français, l'anglais et l'espagnol, il y a peu de différences, si ce n'est au niveau des marqueurs. Autrement dit, le lexique est fondamentalement le même. Alors, je sais bien qu'en anglais, il y a des mots d'ordre germanique, mais le locuteur anglais peut comprendre les textes en espagnol et en français parce qu'il a dans son corpus les lexiques correspondants, même s'il a un autre lexique par ailleurs. Donc, les marqueurs, oui, il faut connaître quelques marqueurs. Les marqueurs, c'est la marque. Qu'est-ce qui marque, qu'est-ce qui indique le pluriel et le singulier, le masculin et le féminin, le passé et le futur, la négation et le positif et le négatif. Un des rares marqueurs au sens iconique que l'on connaisse, c'est le point d'interrogation. Si on trouve un point d'interrogation quelque part, on dit tiens, il se pose une question. Mais les autres marqueurs ne sont pas définis clairement, et il faudrait trouver des icônes correspondant à ça. Ou en tout cas se familiariser avec les codes propres à chacune des trois langues en question. Bon, savoir comment on construit une phrase négative en français, par exemple, c'est assez spécial. Bon, une fois qu'on le sait, on le sait. Il y a 3 ou 4 mots à savoir, c'est pas compliqué. Comment on marque le passé composé en espagnol, en français, en anglais. Bon, il y a une différence relativement secondaire. Il faut connaître le verbe être, le verbe avoir, et même le verbe avoir en anglais, c'est to have, ça ressemble beaucoup à avoir en français, ou même à l'espagnol, etc. Donc, il y a très peu de choses. Mais ces petites choses-là suffisent à nous dire ah oui, mais ces langues, elles ne peuvent pas communiquer, on ne les comprend pas. Non. Ce sentiment d'étrangeté par rapport à une langue, il est souvent constitué par très peu de choses. Par l'ignorance de quelques marqueurs qui suffisent à égarer les gens qui ne sont pas très doués pour les langues. Autrement dit, là je parle surtout de l'écrit, parce que alors, je vais entrer dans le domaine de l'oral, on n'a pas fini. Qu'on ne nous dise pas qu'il faut écrire en anglais, parce que si c'est en français, les gens ne comprennent pas. C'est une plaisanterie. Et ça sera de plus en plus. D'ailleurs, même le problème de la traduction entre le français et l'anglais est un problème dérisoire. J'ai une amie traductrice qui s'est illustrée dans ce domaine-là. Elle traduit du français en anglais. C'est pas très compliqué. Et même que d'une certaine manière, c'est inutile. Parce qu'un anglophone à peu près intelligent peut lire un texte en français. De la même façon, bon, j'en étais parlé à propos du cinéma, parce qu'un enseignement du cinéma, c'est quand on voit des films américains, la quantité industrielle de mots français que tout le monde utilise et que, a priori, le spectateur est censé comprendre. Autrement, on ne voit pas très bien comment ça marcherait. Voilà, donc, faire des séminaires pour que les anglophones comprennent les textes écrits en français, c'est pas sorcier. Hein, il faut quand même le dire. Donc, il faut quand même être raisonnable. À ce propos, je terminerai par une petite plaisanterie. La francophonie d'un Donald Trump, qui lui-même, je ne sais pas s'il se reconnaît comme francophone, mais quand il a appelé son émission vedette au début du XXIe siècle, enfin bon, je veux dire, The Apprentice,
Ben voilà un mot typiquement français, apprenti. Bon. Alors, est-ce qu'il est comme M. Jourdain qui parle français sans le savoir? On peut se poser la question. Qui fait de la prose sans le savoir.